Bonjour à tous et merci de votre présence à ce webinaire. Je vous propose qu'on commence. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les solutions de la suite Sonar et plus particulièrement comment cet outil peut être utilisé par les équipes de management pour améliorer le pilotage et l'efficacité des équipes de développement. Petite précision, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat afin de rendre ce webinaire plus interactif. Nous aurons également un moment à la fin de présentation pour répondre à vos questions. Tout d'abord, commençons par une rapide présentation des intervenants. Nicolas Meyer, directeur commercial au sein de Redson Suisse. Xavier. Xavier Terrier, directeur du centre de service, donc le centre de développement de Redsen. Maxime Novak, consultant senior chez Redsen et architecte Java. Et Yacine qui a des petits soucis de micro, qui va bientôt se présenter. C'est bon, me voilà. Yacine Magazi, donc Solution Engineer chez Sonar. Parfait, merci messieurs. Eh bien, c'est parti pour la minute promo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Redson ainsi que pour les gens qui nous connaîtraient, nous sommes un cabinet de conseil suisse et indépendant spécialisé dans la transformation digitale et organisationnelle. En Suisse, nous avons des bureaux à Genève, Morges et Fribourg, ainsi qu'une présence internationale en France, Belgique et Maroc. Redson a été créé en 2010 et tout au long de ces années, nous avons connu une belle croissance pour atteindre un chiffre d'affaires d'environ 33 millions en 2023. Actuellement, nous sommes environ plus de 210 collaborateurs et on adresse tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le public ou le privé, aussi bien pour des grands groupes ainsi que l'ensemble des PME ou différentes organisations internationales. Avant de vous présenter notre offre globale, nous sommes surtout fiers d'avoir été le premier cabinet de conseil en Suisse romande certifié B Corp, avec un très fort engagement sur les aspects environnementaux et sociétals. Si on revient sur notre offre, Redson est un partenaire global qui a fait sa réputation dans le conseil, essentiellement sur les offres autour du CIO Advisory. Ces dernières années, nous avons développé une forte expertise dans la direction de programme et l'accompagnement de projets, avec des expertises autour de la business analyst, de la chefferie de projet et une spécialisation dans la conduite du changement. Comme partenaire global, nous avons surtout une forte expertise autour du développement de projets informatiques, de l'architecture à la maintenance, en passant bien évidemment par toutes les phases du développement avec l'ensemble des bonnes pratiques. Pour ce faire, Redson utilise Sonar pour ses projets ainsi que pour ses clients, que ce soit sur la partie de développement, mais surtout sur le pilotage et l'amélioration continue des projets. D'où la présentation d'aujourd'hui. Yacine, je te laisse présenter Sonar. Donc, rebonjour à tous. Donc Sonar, la société qui a créé les trois différents logiciels qui sont Sonar Cube, Sonar Cloud et SonarLint. Donc une société qui est spécialisée dans le SaaS, donc dans l'analyse de code d'un point de vue qualité et d'un point de vue sécurité. Donc c'est une société qui a été fondée en 2008 par notre fondateur Olivier Gaudin et qui a connu une très forte croissance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, une valuation à peu près 4 milliards. Donc on essaye un petit peu de travailler sur tous les types d'industries, donc que ce soit dans le finance, l'automobile ou aussi le logiciel. Et on est partout sur les différents continents, donc l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et aussi l'Asie. Donc notre idée c'est vraiment d'être les leaders dans le SaaS, donc qualité et sécurité du code. Merci Yacine. Donc rebonjour à tous. Donc notre cœur de métier au centre de service, c'est le développement logiciel, qu'il s'agisse de projets réalisés from scratch ou de la prise en charge de projets de maintenance. Il y a quelques années, afin de mesurer et de garantir la qualité de nos livrables, nous avons choisi d'intégrer dans notre cycle de développement un outil de revue de qualité de code, SonarCube. Et au fil de temps, on s'est aperçu que SonarCube, il a pris beaucoup plus de place que ce qu'on imaginait au début. Aujourd'hui, c'est devenu un élément central pour, alors bien sûr, améliorer la qualité de code, mais aussi garantir la sécurité de notre code. Et ça, c'est vraiment une grosse plus-value de Sonar qu'on va voir au long de ce webinaire. Et également pour nous aider à piloter nos équipes de développement. Donc ce webinaire, il a vraiment pour objectif de partager avec vous notre retour d'expérience sur l'utilisation des outils Sonar, donc
quand on va parler de sonar, on parle de Sonar Cube, Sonar Cloud et Sonar Lint. On va aborder 3 thèmes aujourd'hui, qui est réduire le turnover de vos développeurs. Donc, découvrez comment les outils Sonar peuvent contribuer à la satisfaction et à la rétention de vos talents. Piloter l'allocation de vos ressources. Donc, apprenez à optimiser l'utilisation de vos ressources, que ce soit humain ou hors technique, grâce aux indicateurs de Sonar. Et réduire les coûts et les temps de release. Donc, on va explorer les meilleures pratiques pour réduire les délais de livraison, améliorer la qualité des releases en intégrant Sonar Cube ou Sonar Cloud dans votre chaîne CI/CD. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser dans le chat de Livestorm et nous efforcerons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Nous vous souhaitons un excellent moment et nous espérons que notre partage d'expérience vous apportera de nouvelles perspectives sur l'utilisation des différents outils Sonar. Et je passe la parole à Yacine pour le premier sujet qui est le réduire le turnover de vos développeurs. Merci Xavier. Le turnover, c'est une problématique qui est très importante actuellement, tout simplement parce que le marché des développeurs est très tendu. Donc, une fois embauché, il va falloir du temps pour que le développeur puisse être réellement efficace. Et donc, pour une société, perdre ses développeurs après ce temps d'onboarding est une perte sèche, tout simplement. Donc, nous, l'idée avec l'outil donc Sonar, c'est d'essayer d'aider les développeurs dans leur day-to-day job, donc les aider à s'améliorer et donc améliorer le code base, le code des clients et aussi leurs compétences. Donc, parmi les causes de départ, évidemment, le manque de challenge, donc le sentiment de stagnation, donc c'est quelque chose qui va générer de la frustration de ce développeur et qui va aussi donc lui faire perdre de l'intérêt donc sur ses tâches et donc travailler dans l'entreprise pour laquelle il est embauché. Le manque de feedback aussi, c'est-à-dire pouvoir créer du code sans avoir de retour par rapport à ce code-là, ne permettra pas au développeur aussi de se développer personnellement dans le sens où le code qu'il va rédiger, chaque développeur a une certaine fierté à essayer d'avoir du code de qualité et va permettre aussi de prouver à ses managers et à son équipe qu'il est capable de créer du code de qualité. Donc, la raison pour laquelle Sonar vient donc s'intégrer vient aider à régler ce problème-là, c'est qu'on va être capable, avec les bons outils et avoir les bonnes méthodologies, de régler ce problème-là, donc d'aider le développeur à s'épanouir professionnellement et aussi d'améliorer les compétences de toutes ces équipes de développement. Donc, l'idée avec Sonar, c'est d'essayer de repérer le bug le plus tôt possible. Le développeur va pouvoir avoir un feedback directement dans son IDE pour pouvoir lui permettre de faire des commits de qualité et donc de régler le problème avant même qu'il n'arrive. Donc, Sonar arrive avec des méthodologies de travail qui va permettre au développeur d'apprendre des erreurs qu'il va faire. Donc, chacune de ces erreurs, il sera automatiquement assigné aux erreurs sur lesquelles il travaille. Et aussi, il va permettre aussi de lui expliquer avec une solution comment est-ce qu'il va pouvoir fixer cette erreur-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer Sonar dans votre CI/CD, donc dans vos DevSecOps, pour pouvoir permettre à Sonar Cube et à votre entreprise de lire le code, de l'améliorer et de faire en sorte que le code soit toujours sécure. Donc l'idée, c'est que avec des sociétés comme Redsen, qui reprend régulièrement la maintenance d'applications qui n'a pas écrite, va vous permettre aussi d'appliquer cette méthodologie. Donc être capable de scanner l'existant pour comprendre où est-ce que vous mettez les pieds et aussi un atout. Et donc cette des techniques qui est inévitable que vous accumulez à travers le temps va être résolue grâce à nos méthodologies et l'aide de consultants chez Redsen. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu techniquement comment ça marche. Donc ici, l'idée, c'est que en arrivant sur SonarCube, pour un projet donné, on va être capable de comprendre le contexte actuel. Donc si je clique sur ce projet-là, je vais être capable de savoir que ici, j'ai donc cette branche, donc ma main branch qui est analysée sur ce projet-là, qui va me permettre de me donner une quality get status. Donc la quality get sur SonarCube, c'est une liste de conditions que l'entreprise va devoir se conformer avec, en tout cas que le logiciel va se conformer, pour pouvoir répondre à la question, est-ce que mon projet est prêt à être release ou non, est prêt à être déployé ou non. Donc ici, vous voyez que tout est correct, tout est OK, tout simplement parce que sur mon new code, et ici on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a la différence entre le new code et l'overall code. On va être capable de savoir qu'ici, on n'a pas de nouvelles issues, que les issues acceptées, il n'y en a pas, que le coverage est OK, les duplications sont OK, et il n'y a pas de security hotspot.
Donc l'idée par rapport à ça, c'est vraiment de faire cette séparation entre le nouveau code et l'overall code. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est être capable de scanner l'existant et de séparer l'existant du nouveau code, donc ce que vous avez, la partie sur laquelle vous avez travaillé actuellement, qu'on appellera le new code. Donc ici, si je clique sur l'overall code, vous allez voir que d'un point de vue sécurité, reliability et maintainability, donc ici on aura un aspect de qualité et un aspect de sécurité ensemble dans la même interface ici. On est quand même pas bon sur l'overall code. Mais donc, ce qui est compliqué, c'est que tout outil SAST va vous permettre de vous remonter quels sont les issues que vous avez sur un code, mais aucun outil va vous permettre de vous expliquer quel est le plan que vous avez de mettre en place pour pouvoir fixer ces issues-là. Ça peut être un peu compliqué pour un développeur de dire bon bah voilà, l'overall code j'ai tout ça, j'ai 1300 issues, j'en ai 1200 ici, 4000 ici. Donc si je vais dans mes issues, bon courage, il y a 149 jours de travail et je vais devoir fixer sur toutes ces issues là. Donc l'idée c'est d'éviter, c'est de prendre soin du développeur et d'éviter au développeur de lui dire ben voilà, le boulot il est pour toi, bon courage. Donc nous l'objectif c'est qu'avec SonarCube, on va être capable de faire cette différence entre le nouveau code et l'overall code. Donc la dette technique qui a été cumulée depuis probablement des années, c'est quelque chose qu'on va nettoyer à travers le temps, mais en appliquant la méthodologie correcte qui vient avec la méthodologie qu'on appelle Clean as you code, qui est inclue dans SonarCube. Donc l'idée c'est que si je vais sur la main branch et je vais changer, je vais passer sur une feature branch. Donc sur ma feature branch, vous verrez que mon nouveau code échoue. Pourquoi? Parce que par rapport aux conditions que j'ai mis en place, j'ai 5 nouvelles issues et le coverage n'est pas suffisamment, n'est pas atteint par rapport aux règles que j'ai mis en place. Donc si je clique sur ces 5 nouvelles issues là, j'aurai 1h37 de travail pour réparer ces 5 erreurs au lieu de, donc ici je prends toutes les issues toutes confondues, 841 jours d'effort. Donc pour éviter cette frustration-là, on va expliquer au développeur que voici ce qu'il va devoir fixer en priorité et éventuellement aller nettoyer des issues qui seront dans l'overall code. Donc c'est ce qu'on va appeler clean as you code. Donc la dette technique, elle est là, elle a été cumulée à travers les années. L'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur le nouveau code, le code qui est frais dans l'esprit des développeurs, le code qui va permettre de faire évoluer l'application et donc sans faire sentir le développeur utile et être capable d'avoir un feedback immédiat sur le code qu'il écrit, étant donné que c'est quelque chose qui est frais dans son esprit. Donc ça, c'est l'idée, la différence entre le nouveau code et l'overall code. Donc maintenant, si je vais dans les issues, sur chacune des issues ici, vous verrez qu'on a toujours un assignee. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Donc si je clique ici, je vais être capable de voir que ce que j'ai écrit à cette date-là va automatiquement être assigné à moi, donc Yacine Magazi, tout simplement parce qu'on est capable de lire le blame data. Donc grâce à cette méthodologie clean as you code, je suis responsable du code que je produis et je vais être aussi capable de comprendre, grâce au framework qu'on rajoute dans chacune de nos issues, d'essayer d'avoir quel est l'issue, où est-ce qu'elle est l'issue, pourquoi est-ce que c'est une issue, comment est-ce que je peux la réparer, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, pourquoi est-ce que c'est une issue? Donc j'ai toute une explication qui va me permettre de comprendre quel est l'impact d'une telle issue dans mon code et aussi comment est-ce que je vais pouvoir le réparer. Donc en partant d'un non-compliant code example, donc un reproduceur, et aussi une solution compliant. Donc si j'applique cette solution-là, je vais être capable de fixer mon code. Donc ça, c'est pour des issues de type vulnérabilité. Maintenant, on peut aller plus loin. Donc ici, si je retourne dans mes issues, je vais aller sélectionner par exemple des issues de sécurité à travers lesquelles j'aimerais comprendre un peu plus qu'est-ce que j'ai comme catégorie. Donc SonarCube va vous permettre de vous afficher les issues triées par différentes catégories, donc des catégories qui sont assez connues, donc OWASP, CWE et aussi notre propre manière de le faire. Donc si je clique sur les SQL injection ici, donc je vais scroller un peu et je vais être capable de voir par exemple que ici, j'ai une database injection qui est potentiellement peut causer des dégâts. Donc, ce que je vais voir, c'est qu'ici, j'aurai mon execution flow dans lequel je vais être capable de voir quelle est la source de mon issue. Donc, la source de mon issue se trouve ici. Donc, c'est ici où je récupère le paramètre de l'extérieur à travers lequel une injection sera possible et je vais être capable de comprendre, en plus de où est-ce qu'est l'issue, quel est le flow de cette issue à l'intérieur de mon code. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, j'ai mon execute update, donc c'est là où est-ce que je vais exécuter mon SQL injection, et c'est ici que SonarCube va me dire que j'ai l'injection qui va se passer. Donc, qu'est-ce que c'est que cette issue? Donc ici, j'ai un peu de documentation pour comprendre l'impact, que c'est une injection et que ça peut être dangereux, mais aussi, comment est-ce que je vais pouvoir la réparer? Donc en regardant ici le non-compliant example, j'ai un exemple que je pourrais reproduire si besoin.
mais surtout, j'aurai la solution que je vais pouvoir appliquer si je veux être compliant avec cette règle de sécurité. Alors, donc tout ça, on a tout un tas de mécanismes d'assignation de règles. Donc ici, c'est moi qui ai créé la règle, donc c'est moi qui vais être automatiquement assigné, mais je vais être capable de l'assigner à quelqu'un d'autre. Tout simplement, je vais l'assigner à ma collègue Federica, qui va être elle notifiée. Et donc, pour avoir des go and back entre les différents développeurs pour travailler à la résolution de ce genre d'issue. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir comme je vous ai expliqué, d'avoir l'erreur le plus tôt possible. Et c'est une méthodologie qu'on va appeler aussi shift left, c'est-à-dire se rapprocher le plus possible du développeur. Donc tout d'abord, on peut analyser donc la main branch, évidemment. On peut analyser aussi la feature branch. Donc on va un peu plus proche au niveau du workflow du développeur, du workflow journalier du développeur. Mais on va aussi être capable d'analyser les pull requests. Donc au niveau des pull requests, ici j'ai plus de new code, d'overall code. J'ai tout simplement tout ce qui va être le delta entre les deux branches. Donc ici, pour pouvoir protéger ma branch main à partir du feature 1, ma pull request va m'expliquer que la co-etiquette est échouée et donc je ne devrais pas merger. Et je vais être capable de voir cette décoration directement dans ma plateforme DevOps. Donc là, en l'occurrence, j'utilise GitLab, mais c'est compatible sur la plupart des plateformes DevOps connues. Donc ici, j'aurai la décoration de ma pull request à travers laquelle j'ai des liens sur lesquels je vais pouvoir cliquer et aller encore plus proche. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour aller encore plus loin? Et donc, tout au début, j'ai mentionné SonarLint. Donc, SonarLint est un outil que vous allez pouvoir ajouter dans votre IDE. Donc, ici, je suis censé avoir un IDE. Excusez-moi, j'ai une icône. Hop. Donc, ici, dans mon IDE, je vais être capable de l'ouvrir tout simplement et de voir que mon SonarLint est connecté à travers ma plateforme Nautilus. Donc, je vais être capable de me connecter à une plateforme SonarCube commerciale pour pouvoir aller récupérer toutes les règles qui sont appliquées sur un projet directement dans mon IDE. Donc l'idée ici, c'est que tout simplement, bon, ici j'ai une boucle qui fonctionne pas très bien, donc je vais être capable de voir la documentation de SonarCube directement dans mon IDE grâce à la SonarLint. Donc ici, tout simplement, c'est une loupe qui est infinie. Bon, j'ai décrémenté le compteur et je vais avoir une solution pour pouvoir le réparer. Donc ça, première chose assez simple. Maintenant, si je veux aller plus loin, donc ici j'ai une erreur avec une potential injection. Donc ici, je vois que j'ai une SQL query qui peut être construite avec une donnée venant de l'extérieur. Donc en cliquant ici, je vais demander à SonarLint de m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Évidemment, comme je vous expliquais, on a une injection. Donc quelle est ici why is this an issue? Donc pareil, la documentation que je vous ai montré tout à l'heure. Comment est-ce que je peux le réparer directement dans mon IDE? Et donc si je veux aller plus loin, je peux aussi demander à SonarLint de m'expliquer dans mon IDE, pardon, quelle est la location de cette vulnérabilité-là. Donc ici, je vais être capable de voir le flow sur le côté, en allant de l'étape 1, donc qui est la source. Donc ici, j'ai le request.getCookies, donc qui va récupérer depuis le browser, tout jusqu'au sync qu'on va avoir ici à l'étape 10. Donc cette étape 10, c'est là que la connection va apparaître. Donc le développeur sera capable de voir les outils de qualité directement dans l'IDE avant même de faire les commits, mais aussi d'aller plus loin en récupérant les ressources de sécurité venant de SonarCube. Donc grâce à SonarCube, vous allez être capable d'avoir une plateforme de gouvernance de code qui va permettre d'améliorer la qualité et la sécurité à travers tous les projets que vos développeurs sur lesquels vos développeurs vont travailler. Et donc c'est la manière comment on va pouvoir réduire le turnover de développeurs grâce à l'utilisation des bons outils et des bonnes méthodologies et aussi se référer aux experts techniques dans le domaine pour pouvoir vous aider. Merci Yacine. Maintenant, on va vous parler de comment piloter l'allocation de vos ressources grâce à Sonar. En tout cas, comment Sonar peut vous aider à piloter l'allocation de vos ressources. Donc, au centre de service, nous pilotons des activités multi-équipes, multi-langages, multi-projets, multi-applications. Et l'une de nos missions, c'est de s'assurer que nos ressources ont les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles peuvent atteindre leur plus haut niveau de productivité. Et pour cela, par exemple, nous devons repérer quels sont les projets ou les équipes qui ont besoin d'aide, que ce soit des ressources additionnelles, des formations, d'outils, etc. On a donc besoin d'indicateurs, donc principalement les indicateurs que nous fournit Sonar, c'est-à-dire la qualité du code, la maintenabilité et évidemment la sécurité.
Le premier point important avec Sonar, c'est que la qualité du code et la maintenabilité, ce sont des notions qui sont à l'appréciation de chacun. C'est vraiment très dur de dire ce code est de qualité, ce code est maintenable. Et là déjà, Sonar a des indicateurs qui sont standardisés et surtout uniformes entre les projets, entre les équipes, entre les langages, etc. Donc, en regardant ces indicateurs, nous allons pouvoir identifier les tendances négatives. Et là, vraiment, en fait, on parle de tendance. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir le premier problème, on va détecter déjà qu'il y a un projet où, au niveau qualité, c'est en train de baisser, on commence à avoir un souci. Et donc, on va pouvoir prendre des décisions avant même d'avoir des problèmes. Par exemple, au centre de service, nous avons de nombreuses ressources que nous devons dispatcher entre les projets. Donc, l'idée, grâce aux indicateurs Sonar, c'est de savoir comment est-ce que je peux gérer mon staffing global, comment est-ce que je peux détecter les projets où d'un coup, il y a besoin d'aide technique, par exemple. Donc, je vais peut-être déplacer un lead tech pour le passer sur tel projet. Ou tel projet peut-être manque de tests, que ce soit automatique ou manuel. Donc, on va pouvoir déplacer proactivement des ressources entre les projets. On va peut-être aussi pouvoir, je ne sais pas, payer une formation de développeur, donc comme je disais, augmenter la quantité de tests, etc. Enfin, on va même pouvoir adapter notre recrutement. Et ça, c'est vraiment clé. C'est-à-dire que grâce aux indicateurs Sonar, on va vraiment pouvoir cibler des profils qui vont être complémentaires avec nos équipes. Donc, je vais vraiment pouvoir être capable de me dire, ah bah tiens, en fait, finalement, je n'ai pas vraiment besoin de lead tech, j'ai déjà pas mal de juniors, mais en fait, bah, ce dont j'ai besoin, c'est des gens qui ont peut-être 3, 4, 5 ans d'expérience et qui sont autonomes et donc qui vont pouvoir seconder mon lead tech. Ces indicateurs, Sonar les mesure aussi dans le temps et on va aussi pouvoir les croiser avec des indicateurs de nos outils de gestion de projet. Par exemple, je sais pas, le nombre de retours après une release. Et donc, on va pouvoir mesurer vraiment le retour sur investissement des actions qu'on a mis en place. Autre domaine où Sonar joue un rôle vraiment important chez nous, au centre de service, c'est lorsqu'on récupère un projet de maintenance. Yacine nous en a parlé un petit peu, mais donc effectivement, quand on récupère un projet de maintenance, donc c'est souvent du code assez vieux, c'est pas écrit par nous-mêmes, et il faut auditer ce code, il faut essayer de sentir un petit peu combien ça va être compliqué de reprendre la maintenance. Et donc Sonar va nous permettre de faire un état des lieux, un audit, avec ces fameux indicateurs standardisés qu'on connaît bien, puisqu'on les utilise tous les jours. Donc on va pouvoir auditer la qualité du code existant, on va pouvoir mesurer la dette technique, et ça va nous permettre d'estimer les coûts de reprise de l'activité de maintenance d'une application. Ça va nous permettre de composer une équipe qui va être la plus pertinente possible, et ça va nous permettre de planifier des chantiers continus. Du coup, on va passer dans Sonar. Je vais vous faire une petite démo de ce que je viens d'illustrer. Je vais partager mon écran, ce sera. C'est bon, je partage mon écran moi-même du coup. Donc nous voilà dans Sonar où donc Yacine nous montrait, on a tous nos projets et donc on peut aller voir un par un nos projets, aller voir les notes de nos projets, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est une vue consolidée, puisque vraiment je gère une équipe, je gère des projets. Donc là, je vais pouvoir regrouper mes projets, alors par équipe, par langage, par client. Ça, c'est vraiment, on fait ce qu'on veut. Là, par exemple, je vais m'intéresser à Department of Public Services, dans lequel j'ai une vingtaine de projets et je vois que ces projets, les notes sont pas trop mauvaises, mais quand même en sécurité, là, je vois que j'ai une note de C sur le code et j'ai 11 projets qui sont vraiment à risque puisqu'ils ont une note très mauvaise de E. Donc là, je vais m'intéresser un petit peu à ça et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Sur l'ensemble de ces projets, on voit que j'ai énormément de lignes de code puisque j'ai près de 210 000 codes de C++, j'ai 60 000 codes de COBOL, j'ai du Java, j'ai du Python, etc. Donc, où est-ce que j'ai des problèmes? Avec Sonar, justement, on va pouvoir se dire, OK, je vais m'intéresser aux problèmes de sécurité. Et puis, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les problèmes de sécurité haut, puisque c'est vraiment les plus sensibles. Et là, si je reviens sur le langage, qu'est-ce que je vois? Ben, on me dit qu'il y a un écho affreux sur mon ordinateur. Est-ce que c'est mieux comme ça? On me dit que c'est bon. Au top.
Voilà, donc là, j'étais donc en train de montrer que j'essaye d'identifier d'où viennent mes problèmes de sécurité les plus importants. Donc, j'ai filtré mes issues donc sur les problèmes de sécurité et avec un niveau de severity qui est haut. Et donc là, je me rends compte qu'effectivement, la grande majorité de mes problèmes, donc là, j'ai plus de 1200 problèmes sur le langage Java. Du coup, je vais pouvoir peut-être retourner d'un portfolio, je vais créer une équipe Java et puis je vais essayer de confirmer si je retrouve ces mêmes problèmes. Et bien effectivement, sur une équipe Java, je me rends compte que au niveau sécurité, j'ai vraiment des soucis puisque je suis en note E. Donc je vais pouvoir aller dans mon security report pour voir un petit peu quels sont les types de problèmes que j'ai. Donc au passage, Yacine nous avait montré, donc on a des standards comme OWASP ou CWE. Ça, c'est vraiment très très bien pour lorsqu'on doit passer des audits de sécurité. Parce que du coup, on peut vraiment se préparer avec Sonar et déjà on peut s'éviter la grande majorité des problèmes repérés par OWASP ou CWE par exemple. Donc si je retourne sur mon exemple, voilà, je vois que mes équipes Java, elles font énormément de SQL injection, elles font énormément de weak cryptographie. Et donc là, je peux même aller vraiment creuser et puis effectivement voir que le code qui a été construit, il est pas super jojo parce qu'effectivement, on construit des queries SQL et puis on va injecter des paramètres qui viennent d'une requête dans la query. Donc là, on est vraiment sur le cas d'école d'injection SQL. Donc voilà comment est-ce qu'on va pouvoir détecter des tendances. On parlait donc aussi de reprise de projet TMA. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder un projet en particulier. Là, j'avais un projet voilà, qui s'appelle qui est un projet COBOL. Donc moi, je ne connais absolument pas le COBOL, mais en tout cas, là, je vois que la note de fiabilité et de maintenabilité ne sont pas très bonnes. Donc admettons que ce projet, je vienne de le reprendre en maintenance, ou alors j'envisage de le reprendre en maintenance. Ça peut être intéressant de faire tourner Sonar et puis d'essayer de comprendre d'où viennent les problèmes. Donc là, on va vraiment pouvoir regarder un petit peu notre code et puis dire, tiens, d'où est-ce que viennent réellement ces problèmes de maintenabilité? Et donc là, on va vraiment pouvoir aller creuser dans notre code et on se rend compte que sur mon projet, j'ai un fichier, tiens, bizarre, qui ressort, qui est AD et qui apparemment, en fait, impacte grandement la note de mon projet. Donc je vais cliquer sur ce fichier. Tiens, déjà, il met du temps à charger. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va attendre un petit peu. Ah, effectivement, on voit que, en fait, on a un unique fichier qui fait plusieurs milliers de lignes de code. Alors, je ne sais même pas combien. Voilà, on voit que il m'a même pas tout chargé. Et puis, effectivement, quand on voit le fichier, alors Sonar peut nous le confirmer, mais voilà, on a une complexité cyclomatique qui est très grand. Effectivement, moi, j'ai jamais fait de COBOL, mais quand on voit le fichier, on se doute que la personne qui va reprendre la maintenance de ça va souffrir un petit peu. Donc voilà pour l'illustration de ce que je viens de ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, Sonar vraiment nous aide vraiment chaque jour à piloter l'allocation de nos ressources. Et je passe maintenant la parole à mon collègue Maxime. Merci Xavier. Donc, nous allons regarder aujourd'hui comment réduire le coût d'une application et surtout les coûts récurrents et comment optimiser nos processus. Le premier élément auquel on pense souvent, ce sont les régressions. Elles peuvent avoir des effets de bord, elles induisent également un coût élevé sur la maintenance et les évolutions de nos applications. On risque aussi d'avoir une perte de confiance de la part de nos utilisateurs et de nos clients, ce qui est très problématique. Ces régressions amènent également des coûts cachés en dehors du développement auxquels on ne pense pas souvent, sauf quand on tombe dessus, comme le temps passé à gérer les incidents en production, les tests utilisateurs et les recettages. Sonar va nous permettre d'améliorer cette partie-là en justement en nous remontant certaines métriques et typiquement pour les régressions, la couverture de tests qui est extrêmement importante, comme on le verra par la suite.
Également, un autre point qui est important, c'est le risque lié à la sécurité. C'est un sujet de plus en plus d'actualité. On voit dans la presse régulièrement des attaques d'administration, d'hôpitaux, de différentes organisations. Et c'est souvent lié à une faille de sécurité sur une application. Le coût est énorme, voire critique, et certaines entreprises ont du mal à se relever de cette partie-là. Ces coûts s'ajoutent au coût de l'application initiale que nous n'avions pas forcément estimé. Si je prends comme exemple une application qui a été développée en 300 jours, si on rajoute un coût de 40 jours pour corriger tous les problèmes, cela peut être gênant, voire décaler une mise en production déjà annoncée à nos clients et générer aussi une perte de revenus. Nous pouvons également ajouter à tout cela des retours d'audit ou de pen test ou par exemple juste une certification de notre application. À chaque fois, nous allons avoir des retours sur notre code et cela va générer des coûts qui n'étaient pas forcément prévus à la base lors de nos estimations. Si le code respecte des standards, il n'a pas de faille, s'il n'a pas de faille classique de sécurité, il sera aussi plus facile à certifier et nous risquons d'avoir moins de retours d'audit ou par rapport au pen test avec un certain nombre de jours de correction. Ces corrections, bien souvent, elles se font longtemps après avoir codé l'application, plusieurs semaines, voire mois. C'est aussi donc plus coûteux de se remettre dans le code et encore plus si les développeurs sont répartis sur différents projets. Yacine, tout à l'heure, a abordé un sujet du turnover. Et cela impacte également la réduction du temps et du coût des releases lorsqu'il y a des difficultés à s'approprier du code et que le coût d'onboarding pour les nouveaux développeurs est élevé. Pour un centre de service, certaines organisations, nous pouvons avoir l'impression que chaque projet est développé de manière différente. C'est pour cela que c'est important de standardiser la manière d'écrire notre code. Et Sonar est là pour nous aider justement à standardiser notre façon d'écrire le code. Elle oblige le développeur à factoriser son code, à le découper en fonctions ou classes facilement appréhendables. Il est classique, avec des projets de TMA, de se retrouver avec des classes qui font plusieurs milliers de lignes de code. C'est coûteux d'intervenir dedans et les développeurs ont souvent peur de modifier une ligne de code et de tirer le mauvais Mikado qui fera s'écouler la pile. D'autant plus si le code n'est pas correctement couvert par des tests unitaires ou fonctionnels. Le but ici, toujours avec Sonar, c'est de faciliter la vie des développeurs à les intégrer à des projets qui soient nouveaux ou déjà en place dans l'entreprise sur d'autres projets. Un des points essentiels avec Sonar, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans notre chaîne de CI/CD et tout est automatisé. Et Sonar est présent à chaque étape, à chaque commit sur chaque branche et les pull requests sont décorés avec les retours de Sonar, ce qui permet de faciliter également les échanges au moment des revues et de pouvoir discuter de certains points remontés. Sonar nous remonte donc à chacune de ces étapes des métriques sur la sécurité, la duplication de code et les problèmes liés au code et le code coverage. Donc, quand on parle de code coverage, ça correspond à la couverture du code de production par des tests unitaires fonctionnels et qui nous permet de vraiment voir l'état de notre application, ce qui a été testé, et même si certaines conditions, si on a des boucles, des tests if, à quel niveau ces tests-là sont couverts par nos tests. On parlait de régression tout à l'heure. Ces régressions, justement, on va pouvoir les diminuer en s'assurant que notre code de production est correctement couvert par ces tests unitaires et voir exactement dans Sonar où sont les trous dans notre code. Ce qui nous amène à la Quality Gate, étape importante dans la chaîne CI/CD, qui est là pour vérifier que les standards de développement que nous avons mis en place sont bien respectés par rapport aux différentes métriques que Sonar remonte.
Si la quality gate n'est pas respectée, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, projet, on ne veut pas qu'il aille plus loin. Il ne pourra pas être réalisé, voire déployé. Ce qui est extrêmement important, ce qu'on ne veut pas, surtout pas réduire la qualité de notre code, la sécurité, et avoir des problèmes en production. Chez Redsen, comme l'a indiqué mon collègue Xavier, nous faisons également beaucoup de TMA ou d'évolution d'applications anciennes, voire très anciennes. Et la première chose que nous faisons, c'est d'analyser les projets avec Sonar pour définir une baseline de code. Ça nous permet également de voir certains problèmes par rapport au code et la dette technique des projets pour pouvoir faire évoluer l'application en commençant par réintroduire une qualité des métriques. Au final, nous avons des applications qui deviennent de plus en plus maintenables grâce à Sonar. Et si un code est propre, il est plus facile à faire évoluer et il y a moins de régression. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les premiers slides Redsen, en dessous de Run, on a la partie MCO. Et c'est un point qui est souvent oublié. Le MCO, c'est le maintien en condition opérationnelle des applications. De plus en plus d'outils, différents frameworks ont des cycles de release de plus en plus courts qui nécessitent de faire évoluer les applications tous les 6 mois. Avec Sonar, ça va nous permet de vérifier que nous n'aurons pas de régression, de problèmes de sécurité et que ces évolutions techniques n'impactent pas la qualité et la sécurité de nos applications. Chez Redsen, nous sommes très concernés par la mise en place de standardisation, que cela soit au niveau du code ou sur les différents types d'architecture, avec ArcUnit ou d'autres solutions, avec des tests fonctionnels et les bonnes pratiques, ça, nous le ressentons tous les jours, réduisent les coûts de développement et réduisent la dette technique des projets. Maintenant, nous allons regarder comment, dans Sonar, nous allons pouvoir mettre ça en place. Donc, je vais vous partager également mon écran. Hop, partager l'écran. Pouf, 2 petites secondes. Voilà. Donc, ici, nous nous retrouvons dans Sonar, qu'on a vu auparavant. Le premier onglet qui va nous intéresser, ça va être la partie Quality Profile. Je vais prendre un langage que j'utilise tous les jours, Java. Et nous allons voir ici un certain nombre de règles qui sont définies par défaut, qui incluent les règles de sécurité par rapport au langage. Toutes ces règles-là viennent par défaut, elles sont configurables. Ça veut dire qu'on peut en désactiver certaines, modifier certaines règles exactement, par exemple le nombre de lignes sur une méthode autorisée, ainsi de suite. Le gros avantage qu'ont toutes ces règles, c'est qu'elles vont nous permettre de définir les mêmes règles pour toute notre organisation. Et c'est ça qui est important. C'est que maintenant, tous nos projets vont avoir les mêmes règles appliquées à chaque projet. Une fois que nous avons ces règles, à chacun des commits, le code va être analysé et on va pouvoir détecter, comme Yacine nous l'a montré tout à l'heure sur l'onglet New Code, si on a des problèmes de sécurité, si on a des problèmes au niveau du code, le taux de couverture de test, etc. Tous ces métriques sont extrêmement importants. Maintenant, on a parlé de Quality Gate. C'est comment on peut faire échouer nos pipelines si les règles ne sont pas respectées. Donc, allons dans l'onglet Quality Gate. Et ici, nous allons voir quels sont les différents points que Sonar nous permet de voir. Donc, notre nouveau code sera propre si il a 0 issue, donc aucune issue, aucun problème au niveau du code source lui-même. Donc, pas de problème d'injection SQL, pas de problème de boucle infinie, etc. Si tous les security hotspots ont été revus, si le nouveau code est suffisamment couvert par les tests, et là, on parle vraiment de nouveau code, donc c'est le nouveau code qui va être rajouté par les développeurs ou modifié, et ça va être vraiment les
uniquement les modifications qui vont devoir couvertes par ces tests unitaires. Et là, on voit que par défaut, Sonar propose du code coverage supérieur ou égal à 80%. Et que le nouveau code a une duplication de code sur l'application qui est inférieure à 3%. Toutes ces règles, bien sûr, comme auparavant, sont configurables. Le gros avantage, comme on l'a dit auparavant, c'est que ces mêmes règles vont être appliquées au sein de l'organisation et pouvoir être validées sur chaque nouveau code et permettre d'éviter que l'on déploie du code qui n'est pas testé, du code qui a des trous de sécurité. Donc, maintenant, nous allons regarder dans la partie projet, quelque chose qui est également important. Je vais reprendre la même application que Yacine et surtout sur l'aspect overall code. Si un projet a accumulé de la dette technique par le passé, pour moi, la première chose à faire, c'est surtout ne pas baisser le niveau des règles Sonar. Effectivement, le passé, c'est le passé. Le but, c'est d'avoir un processus d'amélioration continue et de pouvoir justement voir au fil du temps comment le projet, on arrive à améliorer toutes ces métriques. Donc, si on reprend l'aspect sécurité, ça va être voir au niveau du nouveau code, petit à petit, comment on arrive à baisser tous ces problèmes de sécurité et améliorer toutes les métriques que l'on a ici. Là, on voit qu'on a un taux de coverage à 0%. Ça va pas être très compliqué d'augmenter ce taux de coverage. Et même chose, un certain nombre d'issues, petit à petit, on va pouvoir remarquer que au fil du temps, en appliquant la philosophie Clean as you code, on va pouvoir diminuer toutes ces problématiques. Il faut élever le niveau global de nos applications, mais pas baisser les critères de Sonar. Donc, je vous remonte quand même l'onglet New Code. Yacine en a parlé énormément. Ici, à chaque fois que nous allons committer une nouvelle partie de code, nous allons voir toutes les nouvelles issues, le code coverage par rapport à ce nouveau code et les security hotspots s'il y en a relevés. Si ces règles-là ne sont pas respectées par rapport à notre quality gate que l'on a défini, ici, nous allons voir un failed et ça échouera dans notre chaîne CI/CD, dans notre pipeline, le fait de pouvoir réaliser et déployer une nouvelle application. C'est ce que l'on souhaite. Maintenant, on a parlé de la philosophie Clean as you code. Si l'on regarde globalement sur la partie graphique, là, on a notre current state qui a 6000 issues. Et si on applique la philosophie Clean as you code, nous voyons comment et combien en fait d'issues nous allons diminuer ou on aurait diminué si on avait appliqué cette philosophie Clean as you code. Donc là, au bout de 6 mois, on serait passé de 6000 issues à 5000. Et si on augmente le temps, on voit exactement que au bout de 5 ans, sur une application, on tombe de 6000 issues à 5000 issues. Donc, moins d'issues, c'est donc plus de temps pour vos développeurs, c'est plus d'argent pour vous. La méthodologie Clean as you code permet aussi aux développeurs de se focaliser sur ce qui est juste, ce qui est important, et de faire des économies de ressources, et d'avoir des développeurs qui se concentrent sur toute la partie innovation. Parce que c'est là-dessus, c'est sur le métier et sur l'innovation que l'on veut que les développeurs se concentrent. Voilà. Comment j'arrête le partage? Voilà.
Voilà. On va commencer les questions dans 2 minutes, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter. En conclusion, nous avons vu plusieurs grands thèmes et beaucoup d'exemples sur la façon d'optimiser les coûts de développement, permettant dans le même temps d'accroître la satisfaction des développeurs et leur rétention, d'augmenter la productivité, générale, améliorer la qualité et la sécurité, générale du code, dans le but de permettre vraiment au management de piloter son activité. Évidemment, le monde du développement est vaste et comme nous l'avions dit en introduction, il existe de nombreux autres facteurs de coûts qui peuvent également être, explorés.